Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Alors moi c'est un sujet que je vais vous présenter qui me passionne et qui m'a amené à me passionner des cétiles, c'est qu'est-ce que mangent les oiseaux et les phoques. C'est quelque chose qui était même quasiment inexploré en fait. On ne savait pas ce que mangeaient les oiseaux marins aux cétiles ni les phoques gris. Et donc il a fallu développer un certain nombre de partenariats scientifiques, qu'on lance des pistes et avec des moyens relativement modestes, mais toute une série de données sur plusieurs années qui concourent à avoir une vision comme ça objective et intéressante de ce que mangent les phoques et les oiseaux marins aux cétiles. Je ne vais pas vous demander quel est votre régime alimentaire favori. Vous avez peut-être des origines très différentes. Vous venez peut-être pour la plupart de l'Ouest, j'imagine, mais s'il y avait des Méditerranéens, évidemment, les régimes seraient différents. Finalement, les régimes sont souvent liés à l'environnement de vie. Et là, vous allez voir, c'est un peu la même chose. On part souvent avec des idées reçues sur ce que mangent les oiseaux ou les phoques. Même, je ne dis pas en termes qualitatifs, hein, les espèces, mais aussi en termes quantitatifs. On va souvent un peu imaginer que ça va vider finalement les océans de toutes les ressources en poissons, mais ces prédateurs, parce que ce sont des prédateurs, les oiseaux marins comme les phoques, ils ont leur place dans l'environnement et puis ils arrivent à avoir une espèce de gestion durable des stocks parce qu'ils ont des régimes extrêmement variés. D'un individu à l'autre, ça va être différent, etc. etc. Donc, la réserve des cétiles, vous la connaissez, je ne veux pas revenir dessus, hein. C'est une page de l'histoire de la conservation, hein. C'est 1912, l'arrêt de la chasse aux macareux, et puis en 1976, le classement en réserve d'État, donc c'est un statut fort de protection, hein, une réserve naturelle nationale. C'est comme les parcs nationaux, il y en a deux dans les Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc et puis les Cétiles. Une page de l'histoire pour la conservation, mais l'homme est évidemment présent dans cet environnement-là. Il y a de l'activité sur l'eau, de pêche professionnelle, pêche de loisirs. Il y a un tas d'activités qui peuvent avoir des effets plus ou moins directs sur les ressources, sur les habitats. Alors, comment est partie l'idée de travailler sur les régimes alimentaires ? Tout à l'heure, Pierre-Noël serait intéressé de faire un portrait, alors de moi, d'autres personnes. Et finalement, les parcours de vie, souvent, c'est pas un hasard si on lance des études, notamment sur les réserves des cétides, c'est lié aussi à un vécu. Et pour le coup, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait toujours. J'ai travaillé 12 années sur une autre réserve naturelle en Normandie, en estuaire de la Seine, de part et d'autre du pont Normandie, et je me suis toujours intéressé aux espèces, donc un oiseau, un rouge-gorge, une mésange qui vit dans les roselières, etc. Pourquoi c'est présent dans l'habitat, notamment c'est lié à l'habitat en termes de structure, mais c'est lié en grande partie aussi, et tout particulièrement en saison de reproduction, aux ressources, parce qu'évidemment l'animal va s'installer à côté d'habitats et de ressources particulières. Et donc il y a différents procédés. Donc sur le milieu marin, c'est un peu plus complexe finalement que sur des marais côtiers ou sur le milieu continental. Mais on arrive à avoir des éléments intéressants. Donc pourquoi étudier le régime? C'est parce que c'est une fonction vitale, évidemment, vous imaginez bien, à la fois pour que l'animal s'alimente, mais aussi pour sa progéniture. La plupart des oiseaux marins, en fait, beaucoup d'espèces n'élèvent qu'un seul jeune par an, hein. Donc c'est relativement peu, le phoque gris c'est le cas aussi. C'est une manière indirecte d'évaluer aussi, parce que le prédateur supérieur, l'oiseau ou le phoque, vous avez appris ça les enfants, donc il y a les chaînes alimentaires, le réseau trophique, il est tout en haut de la pyramide, ce prédateur. Et donc c'est une manière, si l'espèce se porte bien en termes de quantité, mais si aussi s'alimente bien avec des ressources qualitatives, avec de la bonne valeur énergétique, etc., ça veut dire qu'il y a un environnement marin, la base de vie, donc l'océan, qui est en relativement bonne santé. Donc ça, c'est un point important. Indirectement, parce que ces poissons-là occupent des habitats bien particuliers, ceux qui vont être mangés par les phoques ou les oiseaux. Donc indirectement, c'est une manière aussi de nous montrer le chemin sur les habitats fréquentés
pour le coup par les oiseaux et les phoques via l'étude des poissons. Parce que ces poissons, ils ont des habitats extrêmement variés au cours de leur vie. Et donc voilà, c'est une manière aussi d'assurer la conservation des prédateurs supérieurs, oiseaux, mammifères marins et des ressources. En tout cas, ça nous donne des pistes intéressantes. Mesure de l'effet du changement climatique, alors on en parle beaucoup ces derniers mois, ces dernières années. Donc l'intérêt d'évaluer, de mettre en place des suivis, chaque année les mêmes, c'est ça peut nous donner une indication du réchauffement des eaux. Il y a des ressources qui se déplacent vers le nord, d'autres qui vont arriver des mers plus chaudes. Et donc via l'étude des régimes alimentaires, on peut déceler comme ça l'effet du changement climatique et notamment l'augmentation des températures d'eau de surface. Et ça, c'est un truc auquel je suis extrêmement attaché, c'est que ça sert à rien de faire des études biologiques, ni de travailler sur les sciences naturelles. Il faut aussi s'intéresser aux sciences humaines et sociales, et j'entends par là qu'il faut connecter l'homme à la nature. Et donc, une manière aussi, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, hein, c'est l'intérêt d'étudier le régime alimentaire, c'est d'avoir une vision objective et réelle de la situation. Mais l'idée, évidemment, c'est que les gens du territoire s'approprient un peu ces éléments, ces connaissances-là, de manière à comprendre que le prédateur a sa place dans l'environnement marin. Et voilà, et ça permet de casser des idées reçues qui vont montrer du doigt le phoque, qui vont montrer du doigt le cormoran, etc. Ce sera moins le cas du dauphin ou du macareux, parce que c'est gentil le macareux et le dauphin, alors que ça mange aussi du poisson. Mais il y a toute une valeur culturelle, et ça c'est extrêmement intéressant. Et donc si on travaille aussi sur ces domaines-là, c'est aussi, parce que c'est dans les devoirs d'une réserve d'État, hein, c'est une manière aussi indirectement que les mentalités évoluent. Dans quel cadre? Alors je suis désolé, mais je ne vais pas forcément développer tout ça, mais les actions que l'on fait au CETIL, elles sont inscrites dans un document, une planification sur 10 ans, ça s'appelle un plan de gestion, donc pour la période 2015-2024. Et donc il y a une équipe, nous sommes 3 salariés, 2 gardes techniciens et moi-même, et donc l'idée c'est qu'on va récolter les informations pour étudier les régimes et on va avoir différentes collaborations scientifiques. Ça je vais l'illustrer, ces deux propos, par 2 diapositives. Et déjà, pour dire que l'étude du régime alimentaire, en fait, c'est une manière de mettre la tête sous l'eau, mais sans mettre la tête sous l'eau. C'est pas mal, parce que on va pas tous vous demander de sortir le masque et le tuba, ni de faire de la plongée pour aller voir ce qui se passe. Mais finalement, les oiseaux marins, ou même, je dirais, les dauphins, ce que l'on voit sur la partie émergée, donc c'est un peu la partie visible de l'iceberg, et ben ça nous indique, je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il y a sous la partie invisible. Et donc toutes ces ressources en poissons, vous allez voir, là, en céphalopodes, etc., elles occupent des habitats, et c'est donc une manière extrêmement intéressante de s'intéresser au milieu invisible. Et donc simplement, j'ai dit qu'il y avait un document cadre, donc un nouveau plan de gestion sur la période 2015-2024, on est en plein dedans, qui planifie des études sur les habitats marins, les phoques et puis ou les oiseaux marins. Donc par rapport au second plan de gestion, donc c'était la deuxième feuille de route, on a augmenté en fait un certain nombre d'opérations scientifiques pour comprendre justement les liens entre ces prédateurs et l'environnement marin, et notamment le lien avec les activités humaines, mais ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc, alors ça peut faire peur. C'est quelque chose qu'on avait présenté il y a quelques années dans le cadre de la Fête de la Science, c'est ce qu'on appelle l'observatoire scientifique. En fait, je vais essayer de le synthétiser, enfin c'est une manière de synthétiser ce poster-là qui fait 2 mètres de long. Ça part des enjeux identifiés au CETIL. Donc le milieu marin, donc avec les champs d'algues, les bancs de sable, etc. L'enjeu phoquerie, parce que c'est une population majeure au niveau national, la première nurserie, le premier site de naissance en France métropolitaine pour les phoqueries, 40 naissances par an. Les oiseaux marins, plus de 10% de l'effectif de France métropolitaine d'oiseaux marins, on l'a au CETIL. Donc c'est pas rien. Donc c'est quand même une responsabilité majeure, et notamment chez le Foot-Bassan, la seule colonie de France. Et puis le côté aussi observatoire, en fait, voilà, des domaines où on fait de la recherche appliquée, on travaille dans la biologie de la conservation. Et simplement, voilà, nous le sujet d'aujourd'hui c'est les phoqueries et les oiseaux. Et donc finalement on va avoir plein de labos
qui vont nous aider à étudier les régimes alimentaires chez les phoques et chez les oiseaux marins. Donc, vous allez voir dans les différentes diapositives, on a travaillé avec des généticiens, on a travaillé avec Océanopolis à Brest pour étudier les régimes, on a travaillé avec le CNRS de Montpellier pour étudier les régimes chez les fous de bassin. Également les collègues en Écosse qui nous ont un peu aussi montré la voie sur la manière d'étudier le régime alimentaire du macareux, etc. Donc voilà, on a plein de collaborations et surtout, alors pour le coup sur les régimes alimentaires, surtout dans le domaine de la biologie. C'est les bulles jaunes. Mais après, voilà, il va y avoir d'autres domaines. Dès lors qu'on va s'intéresser aux interactions entre le phoque et les pêcheurs pros, là, ce ne sera pas purement de la biologie, de la science naturelle, mais on va s'intéresser aux sciences humaines et sociales, à la perception, au domaine de l'anthropologie de l'environnement. Donc ça, c'est tout autre domaine, tout aussi passionnant. Mais finalement, c'est tout additionné qui concourt aussi à comprendre un peu le système. Et voilà, on y va. Donc concrètement, c'est plus intéressant que le blabla d'avant, mais en même temps, ça pose un peu les choses. Alors je vais essayer d'être simple aussi, parce qu'il y a un public un peu plus jeune. Voilà, donc aujourd'hui, on va, de manière succincte, je vais vous parler du régime alimentaire, de ce que mange le phoque gris, les fous de bassin, macareux, pingouins, cormorans. Ça a été étudié globalement depuis l'année 2013 jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère que ce sera encore le cas bien des années et même dans 20, 30 ans, 40 ans quand on ne travaillera plus. L'enjeu, c'est aussi tous de passage, hein, c'est de montrer la voie et que ces éléments-là soient maintenus. Donc comment on a étudié le régime alimentaire des phoques gris? Alors pour étudier le régime alimentaire des phoques gris, alors c'est pour le coup une méthode qui consiste à récolter les crottes de phoques gris. Voilà. Donc les phoques ils vont établir des reposoirs donc sur les rochers et donc il y a certaines périodes de l'année voilà, avec des gants, avec des sacs, on va récolter ce genre, ça fait un peu comme des patates d'argile donc et dedans il y a des choses à analyser. Chez les fous de bassin, donc ça c'est une collaboration que l'on a avec le CNRS de Montpellier. C'est qu'il y a plus de 150 fous qui ont été équipés avec des émetteurs. Vous avez peut-être suivi ça un peu dans la presse, tous les ans c'est fait. Et donc il y a des prises de sang pour étudier le régime alimentaire, mais il y a aussi ces oiseaux qui sont équipés, ils font des régurgitats. Et donc ça nous permet aussi d'évaluer le régime. Le macareux, alors ce sera une méthode très différente. En Écosse, sur des populations où vous avez des milliers d'oiseaux, ils vont tenter de défiler sur les bords de la colonie et ils vont capturer les oiseaux avec les bols alimentaires. Donc là, ils vont pouvoir faire du qualitatif, qu'est-ce que mangent les oiseaux, mais aussi du quantitatif. Donc nous, avec une population autour de 150-200 couples, on ne va pas se le permettre, c'est une espèce sensible, et donc on va faire des photos. Et donc depuis donc ces années-là, on a acquis un 500 mm, un tel objectif, et c'est tout à fait intéressant et adapté que d'étudier le régime du macareux ou du pingouin en faisant de la photo. Et le dernier, c'est comme les chouettes. Vous connaissez les chouettes effraies, les dames blanches ou les chouettes hulottes, les enfants. Et donc les chouettes, elles vont faire des pelotes de réjection. C'est-à-dire que c'est tout ce qui n'est pas digéré. Ça permet de savoir ce que mange la chouette effraie, des campagnols, des souris, etc. ou des petits oiseaux. Et donc le cormoran huppé, c'est exactement la même chose. Donc là, surtout au niveau des sites de nidification, des nids, vous allez avoir des pelotes, pour le coup, qui vont nous permettre de reconstituer le régime alimentaire des cormorans autour des colonies de reproduction. Et donc là, vous avez ces travaux-là, donc là, orchestrés notamment pour le fou de bassin par Tanguy Lebotte qui a soutenu sa thèse l'année dernière. Là, c'était il y a 2 ans pour le coup pour le régime alimentaire, non pardon, l'année dernière du phoque gris avec des étudiants et également des travaux effectués en régie et puis une autre étudiante qui a travaillé cette année. Donc pour le phoque gris, donc là, ça a été fait en étudiant les pièces dures. Donc dans les crottes, on va regarder ce qui reste. Donc des becs de céphalopodes, de sèches, des choses comme ça. Mais également des otolithes. Ça, c'est ce qui sert. On va beaucoup parler des otolithes. C'est des petites concrétions calcaires. En fait, c'est un peu, c'est l'oreille interne du poisson. Du coup, ça permet au poisson de s'équilibrer. Et ces petites concrétions calcaires, je l'avais en photo en première diapositive tout à l'heure. C'est ça. C'est tout petit et allez voir les collègues justement qui ont le petit atelier d'animation là, ils vont vous montrer ce que c'est concrètement.
Eh ben, ces concrétions calcaires, elles ont une forme bien particulière selon les espèces de poissons. Et même selon la taille du poisson. Alors ça, c'est quand même un super outil. Et donc, il y a également eu, donc ça c'est l'analyse sous binoculaire, mais également de la génétique. Donc ça, c'est le laboratoire à Brest Biogem qui a, donc là c'est vraiment des choses qui se développent, l'ADN environnemental, qui a permis, en faisant du séquençage au débit sur des fragments d'ADN, d'identifier les poissons présents et consommés pour le coup et grâce à en fait, l'ADN résiduel du coup dans les crottes. Donc ça c'est super intéressant et donc on arrive à ce genre de résultats. Et donc vraiment pour voilà, dire simplement il y a 12 familles de poissons. Donc, voilà, donc essentiellement du gadidé, alors c'est des tacos. Je vais montrer des photos tout à l'heure, des tacos ou des congres. Voilà, je vais vous montrer des photos. Et puis il y a du gadidé par exemple aussi du lieu. Mais voilà, on a également les bélonidés, c'est les orphies. Donc ce qui peut aussi nager en subsurface un peu comme les macros. Voilà, ça c'est les proies en termes de fréquence, mais aussi en termes de biomasse, les proies majeures chez le phoque gris. Alors, il y a beaucoup de familles de représenter. Alors, je trouvais que le phoque gris, c'était important du coup de travailler sur le régime alimentaire du phoque gris parce que on entend souvent dans le territoire, mais c'est partout pareil, hein, finalement que le phoque gris, ça va être le responsable de la baisse des ressources en maquereau, de bar. Il va manger mon homard, etc. Et donc, on ne dit pas le contraire. Ça fait partie de la raie brunette, le bar, les lieux, etc. font partie du régime alimentaire du phoque gris. Mais en termes de fréquence, vous voyez, c'est marginal. Donc ça, c'est important. Il y a également du lançon, il y a plein d'espèces en fait, c'est extrêmement varié, mais ce n'est pas forcément que des poissons de valeur commerciale. Ça, c'est aussi une espèce qui en fait va s'intéresser aux poissons qui sont présents dans son environnement marin en fait, et des poissons relativement faciles à capturer, etc. Ça, on y viendra tout à l'heure. Alors là, il y a pas mal de textes parce que c'est un domaine un peu plus compliqué, c'est les isotopes, les signatures isotopiques. En fait, du coup, les isotopes, de l'azote comme du carbone, en fait, c'est quelque chose de stable. Et en fait, on va pouvoir reconstituer les régimes alimentaires à partir de ces isotopes. Bon. Je lis même ce qu'est exactement ce que sont les isotopes, c'est des éléments chimiques, les nucléides qui partagent le même nombre de protons. Voilà, comme ça vous avez la définition. Donc là, c'est les collègues chercheurs de Montpellier qui ont reconstitué le régime alimentaire en faisant des prélèvements de sang chez les oiseaux en période de nourrissage, vraiment en pleine période de nourrissage des jeunes. Ce qui est extrêmement intéressant parce que la thèse est portée sur les liens entre les ressources naturelles donc du foot-bassin qui va s'alimenter sur toute la Manche Ouest, mais aussi ce qu'on appelle les ressources d'origine anthropogénique. En fait, c'est pour le coup les ressources, les rejets notamment des chaluts de pêche. Et l'idée, c'était de savoir quelle est la part de l'alimentation des foot-bassins des ressources naturelles ou des rejets derrière les chaluts. Et donc, déjà, on est à 25-30% et c'est stable pour le coup du bol alimentaire du foot-bassin représenté par de l'orphie. Voilà, donc ça c'est un élément important. Le maquereau, parce que c'est sa proie favorite. Alors le maquereau, vous avez vu, c'est très fluctuant. Certaines années, il va être à 50%. Donc là, c'est toute la Manche Ouest, hein. Ça peut aller même jusque dans le Cotentin, les oiseaux vont s'alimenter assez loin. Et là, vous avez, pour le coup, avec des rougets notamment, ça, c'est les poissons qui sont en fait rejetés à partir des chaluts de pêche. Et donc des poissons qui sont à un étage au niveau de l'océan beaucoup plus bas, les poissons de fond. Et donc là, vous avez les fluctuations de ces poissons qui est du coup dans le régime alimentaire du foot-bassin. Il y a un élément intéressant, du coup, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que vous avez vu, quand il y a moins de maquereaux, il y a plus de rejets de pêche.
Et donc ça, c'était une hypothèse qui a été vraiment vérifiée scientifiquement. Et pour le coup, alors, est-ce que l'avenir de la colonie de Foutbassan, des Foutbassans, c'est de se nourrir derrière les chaluts? Eh ben, c'est pas forcément quelque chose de durable et viable. Dans le sens où ils dépensent, et ça a été prouvé scientifiquement, plus d'énergie et que les valeurs sont de moins bonnes valeurs calorifiques. Donc ça, voilà. Et puis il y a la politique européenne qui va mener aussi à la politique zéro rejet, etc. Enfin, en tout cas, voilà. C'est pas forcément quelque chose qui va s'inscrire dans la durée et qui est intéressant, mais en tout cas, voilà, vous avez comme ça le régime avec des interactions avec les activités humaines, quelque chose de constant. Et puis, mais les macros, parmi vous, il y a peut-être des pêcheurs plaisanciers. Et ça, on le sait, malheureusement, les macros, ben, ils diminuent de manière importante. Donc là, vous avez plusieurs chiffres. Donc là, maintenant, c'est un tout autre domaine. C'est-à-dire que les macareux, les guillemots, les pingouins, c'est avec le téléobjectif qu'on va étudier le régime alimentaire. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer de mer et aller alimenter leurs jeunes, alors dans les terriers, pour les macareux par exemple. Et donc c'est avant de rentrer dans les terriers, lorsqu'ils dessinent des 8, des cercles, qu'on va faire des photographies des bols alimentaires. Donc des centaines, on va dire environ 150-200 photos de bols alimentaires par an. 150-200 photos différentes. Là vous avez le macareux moine, le pingouin torda, et puis le guillemot de Troil. Donc le guillemot de Troil, en fait, on a très peu de photos. Là, c'est le nombre de proies totales qui a été identifié. Donc 7 de gadidés, 3 d'amotidés. Donc ça, c'est les lançons. Et par exemple, ici, des petits lieux, des tacos. Et donc le macareux, alors là, pour le coup, vous avez beaucoup plus de proies identifiées sur les photographies. Vous avez vu plus de 1800 proies. Donc là, on a vraiment quelque chose de significatif, c'est qu'on a environ 70-80% du régime alimentaire du macareux qui est composé de poissons de la famille des clupéidés. Et les clupéidés, c'est quoi? C'est les poissons pélagiques, c'est les sardines ou les spras. Les sardines et les spras, il y a une histoire ici. Vous savez peut-être qu'il y avait des conserveries de sardines à Locquémot. Ouais, Morlaix, etc. C'était jusque dans les années 50, 60. Il y avait même à cette période-là des Américains qui venaient même pêcher. Il y avait de la chasse au gros parce qu'il y avait des thons de taille incroyable de 100 kilos ou des requins taupes qui étaient pêchés à cette période. Il se trouve que finalement l'histoire peut-être revient. En tout cas, il y a peut-être des phénomènes cycliques, mais finalement les bancs de sardines, depuis quelques années, reviennent en Manche. Et avec les bancs de sardines, les prédateurs. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi du thon rouge à revenir en Manche. Et également des requins taupes aussi d'observer sur la côte. C'est peut-être pas un hasard tout ça. Mais alors, ces bancs de sardines que l'on voit, que l'on détecte avec les chasses de thon, c'est plutôt en août-septembre. Mais manifestement, il y a aussi des sardines avant qu'il y ait ces scènes de chasse de prédateurs de thon. Et donc, ça compose vraiment, pour une bonne part, le régime alimentaire du macareux. Alors, le macareux, ça a été l'emblème de tout un territoire pour l'extraction de sable. Vous le savez, donc avec ce projet qui a du coup en baie de Lannion. Et donc, il y avait le macareux avec les lançons. Mais le lançon, c'est quand même une faible part du régime alimentaire du macareux. On ne le savait pas avant de l'étudier, mais maintenant on le sait. Chez le pingouin torda, donc pareil, on a une bonne part de poissons de la famille des clupéidés, mais aussi une bonne part de lançons. La famille des amotidés sont 38% des voilà. Donc voilà, vous avez un peu chez la famille des alcidés, voilà, ces représentants donc un régime plutôt centré sur les sardines spras. Et quelques photos pour l'illustrer, donc là avec un pingouin et des sardines. Donc ça s'identifie avec des clés d'identification, des ouvrages. Là vous avez des lançons, donc des poissons, vous voyez, plus longilignes. Les macros, avec des petites arêtes dorsales, là, des petits picots typiques chez l'espèce. Donc là, on peut l'identifier. Alors pour le coup, il faut du téléobjectif et de bonne qualité. Il faut des photos de bonne qualité. Parce que si vous zoomez et que c'est tout flou, vous n'allez pas pouvoir identifier. Je rappelle qu'il y a une part des bols alimentaires qui ne sont pas identifiés. Voilà, il faut aussi être conscient de la limite un peu de l'exercice. Et là, dans le lot, il y a un lieu jaune.
Donc les photos ici sont pas très nettes, mais voilà, on peut avoir une idée du régime alimentaire du macareux. On avait débuté ce genre de suivi avec un stage qu'on avait initié en 2013. Le cormoran huppé, donc là un tout autre prédateur, un oiseau marin. Donc lui, il est composé surtout de labridés, de poissons de la famille des labridés, mais aussi d'amotidés, donc c'est des lançons, et également de gadidés. Alors, par exemple, les gadidés, vous avez les tacos. Est-ce que vous en mangez du taco? Pourtant c'est bon, en fait, mais du taco, voilà, il y a d'autres familles, hein. Il y a les chabots, par exemple, les chabots qui sont trouvés dans les régimes des cormorans huppés, dans la famille des cotidés. Donc là, vous voyez, il y a 45%. Donc là, c'est la proportion. Donc là, c'est une autre représentation, là, du coup, saisonnière. En avril, mai, juin et juillet. Avril, mai, juin, juillet. Pour le coup, la part des familles de poissons représentées dans le régime alimentaire. Donc là, étudié à partir des pelotes de réjection. Il y a une certaine constante, on a une bonne part de familles des labridés. Donc les labridés, notamment les vieilles, ce genre de... les coquettes, etc. Et puis après, en juin-juillet, quelque chose qui apparaît, les cotidés, notamment les chabots. Donc voilà, vous allez avoir aussi une bonne part au cétyle du régime constitué d'amotidés, donc de lançons. Quand même 30-40%, ça veut dire indirectement que ces cormorans ils vont aller s'alimenter vers des habitats bien particuliers où on retrouve le lançon. Je vais y venir tout à l'heure. Donc voilà, vous avez pour le coup un bol alimentaire avec des points communs par rapport aux prédateurs d'avant, mais aussi des singularités. Alors, pas chez le cormoran huppé, mais chez le phoque gris, c'est le cas. Chez le macareux, c'est rare, mais ça peut arriver. Et crustacés, on a eu, si, dans les pelotes de cormorans, quelques crustacés. C'est vrai que la part d'indéterminé est diverse et ça apparaît dans les points divers. Ouais, tout à fait. Mais c'est vraiment marginal. Et là, vous avez une synthèse, voilà, de ces 5 prédateurs. Je dis souvent prédateur parce que dans l'image des enfants, le prédateur, c'est souvent le loup ou le requin, quoi. Mais ça peut, c'est aussi le gentil macareux ou le cormoran parce que ce sont voilà, des prédateurs de poissons. Et donc là, vous avez voilà, la synthèse des régimes alimentaires. Alors, vous voyez surtout des sardines d'un côté, du maquereau, des taclos, congres, orphies. Et le nombre de familles par prédateur, donc c'est considérable. 9 familles différentes de poissons. Donc derrière une famille de poissons, il y a plusieurs espèces, hein. Le phoque, c'est une trentaine d'espèces de proies différentes. Le fou de bassin, 6 familles, 7 familles chez le macareux, 2 familles, 11 familles chez le cormoran huppé. Enfin voilà, c'est vraiment très important. Et donc, vous avez des espèces qui ressortent. Voilà, en termes de biomasse, c'est le cas chez le phoque, mais aussi en termes de fréquence d'apparition dans les données. Et là, vous avez des listes d'espèces qu'on retrouve chez ces différents prédateurs. Voilà, chez le fou, on retrouve également du chinchard, du merlu, les rejets, on en a parlé tout à l'heure. Alors le phoque, de la dorade, oui, il y a du bar, de la raie brunette, etc., etc. Donc, oui. Est-ce que vous avez une idée des quantités qu'ils ingurgitent en kilos par jour? Bah, quantité, pour le coup, c'est plus compliqué. Il y a des estimations et des pourcentages que la littérature mentionne, 4-5% de son propre poids, c'est ce qu'on dit pour le phoque gris par jour. C'est ça, c'est cet ordre de grandeur-là. Là, chez le phoque, ça a été le seul moment où on a pu reconstituer en termes de biomasse. Pour le coup, avec la taille des otolithes. Et donc là, je ne voulais pas forcément rentrer dans les détails, mais puisque vous me posez la question, donc là, vous avez la biomasse reconstituée par famille de poissons. Et là, avant, c'était par rapport au nombre de proies totales, et ça, c'est le pourcentage par rapport au nombre de fesses. Il y a 81 crottes qui ont été analysées. Et donc, quand on regarde la biomasse reconstituée,
Donc là, on a beaucoup de tacos en biomasse et de congres. Et la réponse n'est pas forcément la même en termes de valeur énergétique. Et ça, justement, ça me fait... la transition est toute trouvée. Et parce que je ne sais pas sur cette diapo, mais là c'était simplement pour illustrer ce que sont ces poissons, parce que voilà, il y a des familles avec des noms un peu barbares, les gadidés par exemple, les tacos, les lieux jaunes, les congridés avec le congre, les amotididés, les lançons. Et je vais vous montrer 2 vidéos du coup que j'ai pu faire en plongée au mois de juillet. Les labridés, vieilles, coquettes. Pour les bélonidés, les orphies, et puis les sardines, scrombidés. Voilà, avec ces prédateurs qui vont se nourrir, on va dire, pour bonne part de ces poissons-là. Et avant d'arriver à la diapositive conclusive, et donc ce qui est intéressant en étudiant le bol alimentaire de ces prédateurs, donc c'est une manière aussi de savoir si l'environnement est riche ou pas en ressources proies. C'est une manière aussi de savoir si les oiseaux qui vont venir nicher, par exemple, vont pouvoir élever leur progéniture. Parce que dans le bol alimentaire, s'il y a très peu de poissons, s'il y a des poissons indigestes, etc., retrouvés dans les pelotes, ou alors même sur les photos des macareux, voilà, ça signifiera que du coup, potentiellement, le jeune n'ira pas jusqu'au bout, elle ne pourra pas s'envoler du nid, voilà, s'il n'y a pas eu assez de proie. Et donc, l'enjeu, en étudiant les communautés de proie, de ces communautés de prédateurs, c'est de faire le lien avec les habitats et les habitats marins et de dire que finalement tout ça, ça se passe dans un environnement où il y a des activités humaines et donc tout est lié, tout est interconnecté. Donc là, il y a des pêcheurs professionnels qui vont faire de la pêche au casier, faire de la pêche au filet, lotte, mais également des poissons plats, etc. Et donc on a un environnement finalement où il y a des poissons de différentes espèces et qui vont être liés à différents habitats. Et donc là, il y a des pistes maintenant intéressantes à développer. C'est assez exploratoire, on n'en est qu'au début finalement de l'évaluation des liens entre ces proies et l'environnement marin. Et donc là, on lance quelques pistes de travail. Et ça nous incite, nous, à chaque année récolter le même type de données. Poursuivre les suivis annuels, pour le coup les suivis à long terme des régimes alimentaires. Voilà, c'est ça, je pense que vous l'avez compris, c'est une manière de comprendre et d'avoir une vision objective, rigoureuse de ce que mangent les oiseaux ou les phoques dans l'environnement marin des Sept-Îles. Alors, cet environnement marin, pour le coup, il va être dépendant du domaine vital des phoques ou des oiseaux marins. C'est-à-dire qu'un cormoran huppé, lui, va aller se nourrir dans les 10, 20, 30 km des colonies. Un fou de bassan, il va aller jusqu'à 120 km. Un macareux, un pingouin, on est dans des ordres de grandeur de 40, 50, 60 km, tout de même. Et après, ces oiseaux-là, ils vont avoir des techniques de chasse différentes. Donc certains, comme le fou de bassan, vous allez les voir piquer à 100 km/h, ils vont aller s'alimenter de proies, mais pas très profondes, à 6-10 mètres en moyenne. Par contre, le cormoran, lui, va pouvoir aller se nourrir de poissons à 30-40 mètres. Donc finalement, il y a un déplacement comme ça en 2D, mais aussi, il faut le voir, l'imaginer en 3D. Et donc, en fonction du mode de chasse, mode de pêche de ces oiseaux-là, les proies vont être différentes, etc., etc. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître le lien entre, pour le coup, ces poissons et les habitats fréquentés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de poissons qui vont établir une partie de leur cycle, leur croissance, dans les champs de laminaires, les champs d'algues, dans les dunes hydrauliques, pour le coup, les milieux rocheux d'une manière générale. Et donc ça, vous allez avoir des bancs de poissons qui vont se retrouver sur certains types d'habitats et pas d'autres. Et ce qui est important aussi de considérer, c'est que les présalés, même s'il y a des petites surfaces ou les vasières, tous ces éléments,
ça fait partie des éléments absolument importants pour le développement des poissons. Mais pas que les poissons dont se nourrissent les prédateurs, mais également les poissons aussi que vous retrouvez dans vos assiettes et qui sont pêchés par les pêcheurs pros. Il faut vraiment qu'il y ait une diversité d'habitats parce qu'à chaque période de vie, du bar Les Frayères au nord de Morlaix, les petits bars, les tout petits vont aller pour le coup grandir dans les prés salés, par exemple. On va les retrouver dans d'autres habitats par la suite. À l'avenir, pour le coup, c'est de... Donc là, on a un constat, c'est-à-dire qu'on a le prédateur, on sait ce qu'il mange. Mais ce qui serait intéressant, c'est ces proies-là. C'est de savoir quelles sont les tendances de ces proies. Et donc d'étudier les poissons dans l'environnement marin où se retrouvent ces prédateurs-là. Donc on commence avec le laboratoire de Dinard en plongée à faire des transects et avoir une idée, tout particulièrement sur les champs de laminaires, des abondances chaque année des différentes espèces de poissons. Et on se rend compte par exemple que les lieux jaunes, les petits lieux jaunes, les champs de laminaires, les champs d'algues très importants qui ceinturent l'archipel des Sept-Îles, en fait, ils sont bien présents et en quantité dans ces environnements-là. Alors ça, il y a deux aspects, et là c'est pour faire le lien avec ce que disait monsieur, c'est étudier la valeur énergétique des proies, c'est-à-dire que la profitabilité des espèces. Une sèche, je ne veux pas montrer la sèche et dire que c'est une mauvaise proie, mais une sèche, c'est relativement facile à attraper pour un prédateur. Par contre, la valeur énergétique, au niveau kilojoules, c'est pas super. Par contre, le congre, on a vu mangé par le phoque. Lui, le congre, il a une bonne valeur énergétique, mais il est un peu plus difficile à capturer. Le maquereau ou la sardine, alors là, pour le coup, on est sur des espèces intéressantes pour les prédateurs. C'est qu'il y a une bonne valeur énergétique et c'est des espèces qui peuvent se retrouver en abondance et relativement faciles à capturer. Et donc, finalement, lorsque vous avez des poissons en quantité diversifiée, de bonne valeur énergétique et relativement facile à capturer, alors là, pour le coup, pour les prédateurs, c'est extrêmement intéressant. Et nous, lorsqu'on recense finalement les colonies d'oiseaux marins, c'est tout ça en fait, hein. Ça traduit tout ça. C'est-à-dire que si les populations de macareux, de puffins des Anglais, de pingouins, de footbassans, etc. se portent bien, c'est aussi signe que l'environnement marin est riche en poissons. Ces poissons, c'est intéressant d'aller voir ce qu'ils mangent. Donc là, on descend d'un cran. Donc là, il y a des bases de données internationales qui recensent toutes les études disponibles en ligne. Donc là, je pense que vous l'avez compris, c'est aussi une manière de se re-questionner sur la place, sur notre place dans l'environnement marin et sur la place des prédateurs dans l'environnement marin. Les phoques gris, 1000 individus en France métropolitaine, vous traversez la Manche, vous en avez plus de 120 000. On a 50 naissances en France métropolitaine, en baie de The Wash ou en Écosse autour de l'île de May, vous avez des baies, des sites avec plus de 2000 naissances. Voilà, il faut aussi considérer un peu tout ça, hein. Donc chez les oiseaux marins, c'est la même chose. 150 couples de macareux, en gros 20 000 couples de footbassans. Les macareux, par rapport à la population européenne, c'est relativement peu, parce qu'il y en a 6 à 7 millions de couples dans le monde. Par contre, le footbassan, on a 700, 800 000 couples, et donc une des 54 colonies françaises donc, se situe à Rouzic. Et donc là, on n'a pas forcément ni la même quantité d'oiseaux, ni la même responsabilité. Et ces éléments-là, indirectement, nous aident aussi à construire, et ça c'est en cours, le projet d'extension de la réserve des Sept-Îles. C'est-à-dire que la réserve des Sept-Îles, donc vous avez 5 îles majeures, l'Estran, et la question est de redéfinir l'environnement marin, en fait, donc d'étendre le périmètre en réserve d'État, tout en intégrant évidemment les enjeux socio-économiques, etc. Et donc c'est voilà, c'est une des composantes. Un des arguments pour ce projet d'extension, c'est notamment le lien entre prédateurs et ressources proies. Vous avez vu du coup, parce que les poissons ne vont pas se retrouver partout. Et donc je vais vous montrer deux petites vidéos
pour illustrer le type d'habitat fréquenté. Donc là, c'était sur le plateau du Four, à 35 mètres à l'ouest de Trébordin. Donc là, on a parlé beaucoup du taco. Donc ça se retrouve dans le régime alimentaire du cormoran huppé ou des phoques gris. Donc là, vous avez vu un banc de taco sur un milieu rocheux en limite de milieu dunaire. Un milieu dunaire où vous pouvez avoir des sèches, des lançons. Désolé, ça bouge un peu avec la GoPro. Et donc là, vous avez un petit banc de taco qui peut servir de ressources proie. Et là, il y a un exercice d'un moniteur de plongée qui retire son étendard de la bouche. Et donc, j'ai une autre petite vidéo des champs de laminaires. Parce que c'est pas forcément très parlant lorsqu'on parle comme ça de champs de laminaires. C'était où le banc de taco là? C'était donc sur le Four, c'est à Trébordin, derrière Molène. Ouais, sur des fonds. Alors, attendez. Voilà. Et là, je vais vous montrer justement à quoi ressemblent les laminaires. Où vous avez, vous pouvez voir de la vieille, vous pouvez voir des lieux, différentes espèces de poissons. Voilà les champs de laminaires. Et c'est magnifique, hein. Et ça, en termes de biomasse, c'est extrêmement structurant. C'est-à-dire que ces algues-là, elles vont vivre plusieurs années, mais aussi elles vont servir, lorsqu'elles vont mourir, de matière organique pour tout l'environnement marin. Après, il va y avoir des détritivores, les crustacés qui vont s'en nourrir, etc. Ça va forcément contribuer à la richesse aussi de l'écosystème marin. C'est des habitats extrêmement intéressants. Est-ce que... je vous ai montré le... Là, vous avez vu donc des éboulements. Voilà, du coup, là, vous avez un crustacé, une araignée, je crois. Avec quelques tacos. Non, c'est des rochers. Finalement, ce que l'on voit à Ploumanac, ça c'est vrai que ce qu'il y a sous l'eau finalement, c'est la partie de ce que l'on voit au-dessus de l'eau finalement. Vous avez parfois des grottes, des chaos comme ça, vous avez des caches à poissons et donc des habitats tout à fait intéressants. Ouais. Voilà.